L'Espagne calme le tremblement de terre géopolitique derrière les conversions islamiques. Permettez-moi de vous ramener à un mardi matin début mars, rien de remarquable dans la date elle-même, juste un autre jour à Madrid. Les gros titres étaient l'inflation, un autre scandale de corruption en Catalogne et les habituelles querelles politiques. Mais enfoui dans les dernières pages d'El País, un petit article a publié le nombre de siars se convertissant à l'islam atteint un niveau record. L'article était bref, presque dédaigneux, citant un rapport de la Commission islamique d'Espagne qui estime le nombre de convertis autochtones à environ 50 000, soit une augmentation de 30% au cours des 5 dernières années. Le ton était neutre, voire sympathique, décrivant ces conversions comme une question de spiritualité personnelle, un retour aux racines mortes de l'Espagne, une curiosité culturelle inoffensive. Mais voilà, j'ai passé les 3 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, de la démographie et de la géopolitique, et je peux vous dire avec une certitude absolue qu'il ne s'agit pas seulement de foi. Ce qui se passe actuellement en Espagne est un séisme géopolitique lent, un tremblement de terre que les gouvernements occidentaux, les médias et même de nombreux universitaires ignorent ou délibérément minimisent. Et si nous n'y prêtons pas attention, nous nous réveillerons un jour pour constater que l'équilibre stratégique de la Méditerranée a basculé sous nos pieds. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela compte plus que vous ne le pensez. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez, l'histoire que le gouvernement siche et par extension, Bruxelles et Washington veut que vous acceptiez est réconfortante. Selon cette version, l'augmentation des conversions est simplement un sous-produit naturel du multiculturalisme croissant de l'Espagne. La Commission islamique d'Espagne, la principale instance représentative des musulmans du pays, s'est efforcée de souligner que ces convertis sont majoritairement modérés, attirés par la profondeur spirituelle de l'islam, l'accent mis sur la famille ou même sa résistance perçue au matérialisme de la culture de consommation occidentale. Certains convertis sont d'anciens catholiques désillusionnés par les scandales de l'Église, d'autres sont des militants de gauche attirés par la prétendue philosophie de justice sociale de l'islam. Le gouvernement, pour sa part, a pris soin de considérer cette question comme un non-problème. Lorsqu'ils sont pressés, les responsables soulignent la longue histoire de domination musulmane en Espagne et affirment qu'il ne s'agit que d'un retour à la normale, d'un rééquilibrage après des siècles de domination chrétienne. Les médias ont largement joué le jeu. Un article de la BBC de 2022 sur les convertis de Siche a cité une jeune femme qui a déclaré « Je n'ai pas trouvé Dieu dans l'église, mais je l'ai trouvé dans la mosquée ». Le Guardian a publié un article sur un ancien punk rocker qui s'est converti après un voyage au Maroc, décrivant son histoire comme une histoire réconfortante de réinvention personnelle. Même la presse de droite, habituellement prompte à tirer la sonnette d'alarme sur l'immigration, est restée relativement silencieuse. Lorsque BBC ou La Razón aborde la question, il se concentre sur des cas isolés de radicalisation, toujours l'exception, jamais la règle. Les données semblent soutenir cette interprétation bénigne. La population musulmane d'Espagne est encore relativement petite, environ 2,5 millions, soit 5% de la population totale, la grande majorité étant composée d'immigrés ou de leurs descendants originaires du Maroc, d'Algérie et du Pakistan. Les 50 000 convertis natifs ne représentent que 2% de ce chiffre. Comparé à la France, où les musulmans représentent près de 10% de la population, ou à l'Allemagne, où ce chiffre est plus proche de 6%, la communauté islamique espagnole reste marginale. Et contrairement aux pays où l'islam est souvent associé aux troubles urbains ou au terrorisme, la population musulmane d'Espagne est, de toute évidence, bien intégrée. Le gouvernement met en avant les faibles taux de recrutement djihadiste comme preuve que son modèle de « laïcité inclusive » fonctionne. Mais il y a un problème avec ce récit. Un gros. Déconstruire ce qui se passe réellement. Commençons par les chiffres. La Commission islamique d'Espagne affirme qu'il y a 50 000 convertis autochtones. Ce chiffre provient de leurs propres estimations internes, basées sur les enregistrements des mosquées et des rapports anecdotiques des imams. Mais voici que l'Espagne ne tient pas compte de l'appartenance religieuse dans son recensement. La dernière fois que le gouvernement a tenté de mesurer la population musulmane, c'était en 2019, et il s'agissait d'une estimation approximative basée sur les données d'immigration. Ainsi, lorsque la Commission islamique parle de 50 000, ce qu'elle dit en réalité, nous pensons qu'il y en a au moins autant, mais nous ne le savons pas réellement. Des chercheurs indépendants qui ont tenté de vérifier ces chiffres ont abouti à des estimations bien plus élevées.
Une étude réalisée en 2021 par l'Observatorio del Pluralismo Religioso en España suggère que le nombre réel de convertis autochtones pourrait atteindre 100 000, soit le double du chiffre officiel. Et c'est ici que l'étude révèle que les conversions ne sont pas uniformément réparties. Ils sont concentrés dans des régions spécifiques: l'Andalousie, la Catalogne, Valence et Madrid, et parmi des jeunes spécifiques, des citadins pauvres et, ce qui est le plus alarmant, des populations carcérales. Maintenant, pourquoi est-ce important? Parce que lorsque vous explorez les données, un modèle émerge. Ce ne sont pas seulement des chercheurs spirituels aléatoires. Beaucoup de ces convertis sont activement recrutés non pas par des djihadistes, mais par un réseau d'organisations islamiques ayant des liens profonds avec des gouvernements étrangers. Et la plus influente d'entre elles est la Fédération Española de Entidad Religiosa Islámica, qui est étroitement liée au ministère marocain des dotations et des affaires islamiques. Le Maroc, comme vous le savez peut-être, joue un jeu de longue haleine en Espagne depuis des décennies. Il ne s'agit pas seulement de religion, c'est une question d'influence. Rabat a passé des années à entretenir des relations avec les communautés musulmanes siches, en finançant des mosquées, en fournissant des imams et en offrant des bourses pour étudier dans les universités islamiques marocaines. Et aujourd'hui, alors que la population espagnole est de plus en plus déçue par l'Église catholique et l'establishment politique, le Maroc y voit une opportunité. Un rapport de 2020 de l'agence de renseignement espagnole, le Centro Nacional de Inteligencia, a averti que les organisations soutenues par le Maroc ciblaient activement les convertis de Siches pour les recruter dans les réseaux pro-Rabat. Le but ? Créer une circonscription musulmane loyale qui puisse être mobilisée pour soutenir les intérêts marocains, qu'il s'agisse de la question du Sahara occidental, de la politique migratoire ou même des accords commerciaux. Mais le Maroc n'est pas le seul acteur ici. L'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie ont tous investi de l'argent dans l'infrastructure islamique espagnole. Les Saoudiens, en particulier, se sont montrés agressifs en finançant la construction de mosquées salafistes dans des villes comme Barcelone et Malaga. Et tandis que le gouvernement siche a tenté de minimiser l'influence des financements étrangers, des fuites de câbles diplomatiques datant de 2018 révèlent que Madrid était profondément préoccupé par la pénétration croissante de l'argent du Golfe dans les communautés musulmanes siches. Un câble, qualifié de confidentiel, indiquait que les donateurs saoudiens et qataris utilisent des organisations caritatives religieuses pour renforcer leur influence parmi la jeunesse musulmane espagnole, avec un accent particulier sur les convertis qui n'ont pas de lien avec les communautés d'immigrants traditionnelles. Nous avons donc un nombre rapidement croissant de Siars nés dans le pays qui se convertissent à l'islam, dont beaucoup dans des régions et des données démographiques stratégiques. Ces conversions sont activement encouragées et dans certains cas financées par des gouvernements étrangers ayant des agendas géopolitiques clairs. Et pourtant, le récit officiel traite cela comme un phénomène purement culturel ou spirituel. Cela ne correspond pas. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus compliquées. La géopolitique, comment l'Espagne est devenue un champ de bataille. Pour comprendre pourquoi c'est important, vous devez sortir. L'Espagne n'est pas seulement un pays, c'est un nœud essentiel de l'architecture géopolitique de la Méditerranée. Il se situe au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de l'Atlantique, contrôlant l'accès au détroit de Gibraltar, l'un des points d'étranglement les plus stratégiques au monde. C'est un membre de l'OTAN, un allié clé des États-Unis et une porte d'entrée pour la migration africaine vers l'Europe. Et à l'heure actuelle, toutes les grandes puissances Washington, Moscou, Pékin et les États du Golfe se battent pour exercer leur influence dans la région. Commençons par les États-Unis. Depuis des décennies, l'Espagne est un partenaire américain fiable. Elle abrite deux grandes bases militaires américaines, Rota et Morón, qui sont essentielles à la projection de puissance en Méditerranée et en Afrique du Nord. Mais ces dernières années, l'influence de Washington en Espagne a diminué. La montée de partis de gauche comme Podemos, qui ont ouvertement critiqué la politique étrangère de l'OTAN et des États-Unis, a créé des frictions. Le refus du gouvernement siche de s'aligner pleinement sur Washington sur des questions comme le Venezuela ou la Chine a frustré les décideurs politiques américains. Et puis il y a l'éléphant du Sahara occidental. La décision de l'Espagne en 2022 de revenir sur sa neutralité de longue date et de soutenir le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, une décision qui a rendu furieux l'Algérie et ravi Rabat, a constitué un changement géopolitique majeur.
Les États-Unis poussaient l'Espagne à se ranger du côté du Maroc depuis des années, mais le revirement soudain de Madrid en a surpris plus d'un. Pourquoi ce changement ? Officiellement, il s'agissait d'assurer la coopération marocaine en matière de migration. Mais derrière le... Parlons maintenant de la Russie. Moscou fait des percées en Méditerranée depuis des années, en utilisant un mélange d'accords énergétiques, de vente d'armes et de campagnes de désinformation. L'Espagne, avec sa grande communauté d'expatriés russes et ses ports stratégiques, est une cible clé. Mais le véritable jeu de la Russie ne concerne pas seulement l'Espagne, il concerne également la Méditerranée au sens large. En sapant la cohésion de l'OTAN et en favorisant l'instabilité, Moscou espère affaiblir l'influence occidentale dans la région. Et l'une des façons d'y parvenir est d'exploiter les divisions religieuses. C'est ici que cela devient intéressant. Les services de renseignement russes soutiennent discrètement des groupes d'extrême droite et d'extrême gauche en Espagne, qui ont tous deux intérêt à attiser le sentiment anti-musulman. Le but ? Créer un cycle de polarisation autonome. Si la population musulmane d'Espagne augmente, et si une part significative de cette croissance provient de convertis autochtones, il deviendra plus facile pour Moscou d'amplifier les discours sur l'islamisation et le rabbi. Plus l'Espagne est divisée, plus elle s'affaiblit en tant qu'allié de l'OTAN. Et plus l'OTAN est faible, plus la Russie dispose de marge de manœuvre en Méditerranée. Ensuite, il y a la Chine. L'intérêt de Pékin pour l'Espagne est avant tout économique, c'est le 4e partenaire commercial de l'UE avec la Chine, et les investissements chinois dans les infrastructures de SICH sont en croissance constante. Mais la Chine joue également le jeu du long terme. Son initiative, la ceinture et la route, comprend un volet, route de la soie numérique, qui implique la construction de réseaux 5G et de centres de données dans les principaux hubs européens. L'Espagne, avec sa situation stratégique et ses défenses en matière de cybersécurité relativement faibles, est une cible attrayante. Et voici que la Chine entretient discrètement des relations avec les communautés musulmanes en Europe, y compris en Espagne. L'objectif de Pékin n'est pas de promouvoir l'islam, mais de créer un effet de levier. En établissant des liens avec les dirigeants musulmans, la Chine peut se positionner comme une alternative, neutre, aux puissances occidentales, en particulier dans les pays où les musulmans se sentent marginalisés. Alors connectons les points. L'Espagne connaît une augmentation des conversions islamiques, dont beaucoup sont motivées par des acteurs étrangers ayant des agendas géopolitiques clairs. Dans le même temps, l'Espagne est un nœud crucial dans la lutte de pouvoir en Méditerranée, avec les États-Unis, la Russie, la Chine et les États du Golfe qui se disputent l'influence. Et pourtant, le récit officiel traite ces conversions comme un phénomène culturel purement domestique. C'est soit une ignorance délibérée, soit une dissimulation délibérée. Mais voici le vrai pourquoi maintenant ? Pourquoi cela se produit-il en Espagne et pourquoi cela s'accélère-t-il ? Le temps démographique. Pourquoi l'Espagne est vulnérable? Pour répondre à cette question, il faut comprendre la crise démographique que traverse l'Espagne. Le pays a l'un des taux de natalité les plus bas au monde, 1,19 enfants par femme, bien en dessous du taux de remplacement de 2,1. Sa population vieillit rapidement et sans immigration, la main-d'œuvre espagnole diminuerait de plusieurs millions de personnes au cours des prochaines décennies. Le gouvernement le sait, c'est pourquoi il a mené une politique d'immigration relativement ouverte, notamment en provenance du Maroc et d'Amérique latine. Mais voilà, le modèle d'immigration espagnol est construit sur une contradiction. D'une part, le pays a besoin de jeunes migrants en âge de travailler pour soutenir son économie. En revanche, elle a eu du mal à intégrer ces migrants, notamment musulmans. Contrairement à la France ou à l'Allemagne, où les communautés musulmanes sont concentrées dans des ghettos urbains, la population musulmane espagnole est plus dispersée. Mais cela ne veut pas dire que l'intégration s'est déroulée sans heurts. Une étude réalisée en 2020 par le Real Instituto Elcano a révélé que les immigrants marocains de deuxième génération en Espagne avaient des taux de chômage plus élevés, un niveau d'éducation inférieur et une plus grande aliénation sociale que leurs pairs des autres pays européens. C'est là que les conversions entrent en jeu. Pour de nombreux jeunes siars en particulier ceux issus de la classe ouvrière, l'islam offre un sentiment d'identité et un but qui, selon eux, fait défaut dans l'Espagne moderne. L'Église catholique, autrefois fondement de l'identité siche, est en déclin depuis des décennies. L'establishment politique est largement considéré comme corrompu et déconnecté de la réalité.
Et le modèle économique qui promettait la prospérité a laissé des millions de personnes de côté. Dans ce contexte, l'islam n'est pas seulement une religion, c'est une contre-culture, une façon de rejeter le système qui leur a fait défaut. Mais bon nombre de ces convertis n'adoptent pas seulement une nouvelle foi. Ils adoptent une nouvelle identité, souvent façonnée par des acteurs étrangers. Et c'est là qu'intervient le risque géopolitique. Le militaire et le stratégique, que se passe-t-il ensuite ? Parlons de la dimension militaire, car c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses. L'Espagne abrite deux des installations militaires américaines les plus importantes, la base navale de Rota et la base aérienne de Morón. Rota abrite 4 destroyers équipés d'Aegis, essentiels à l'architecture de défense antimissile de l'OTAN. Morón, quant à elle, constitue une étape clé pour les opérations américaines en Afrique et au Moyen-Orient. Ces bases ne sont pas seulement importantes pour les États-Unis, ils sont vitaux pour le flanc sud de l'OTAN. Imaginez maintenant un scénario dans lequel la population musulmane d'Espagne s'élèverait à 10 ou 15% du total. Imaginez qu'une partie importante de cette population, en particulier les convertis autochtones, se mobilisent politiquement et entretiennent des liens étroits avec les gouvernements étrangers. Que se passera-t-il lorsque le Maroc, l'Arabie Saoudite ou la Turquie commenceront à utiliser cette population comme levier ? Que se passera-t-il lorsqu'un futur gouvernement siche, sous la pression de ses électeurs musulmans, commencera à remettre en question la présence de l'OTAN sur son sol ? Que se passe-t-il lorsque les opérations militaires américaines en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient deviennent un handicap politique national ? Ce n'est pas hypothétique. Nous l'avons déjà vu. En 2003, José María Aznar, alors Premier ministre espagnol, a soutenu l'invasion américaine de l'Irak, malgré l'opposition massive de l'opinion publique. La réaction a été immédiate et sévère. Les attentats à la bombe contre un train à Madrid en 2004, qui ont tué 193 personnes, ont été largement considérés comme des représailles à l'implication de l'Espagne en Irak. L'attaque a fait basculer les élections en faveur de José Luis Rodríguez Zapatero, qui a rapidement retiré les troupes siches d'Irak. La leçon était la suivante: en Espagne, la politique étrangère n'est pas seulement une question de géopolitique, il s'agit de politique intérieure. Et si la population musulmane d'Espagne devient une force politique importante, elle remodèlera la politique étrangère du pays d'une manière qui pourrait ne pas plaire à Washington. Mais les risques dépassent l'Espagne. La Méditerranée est une poudrière. La Libye est toujours instable. L'Algérie est un joker. La Turquie s'affirme comme une puissance régionale. Et la Russie recherche ses faiblesses. Si la population musulmane d'Espagne devient un outil d'influence étrangère, cela pourrait déstabiliser l'ensemble de la région. Et voilà, les États-Unis ne sont pas préparés à cela. La stratégie de Washington en Méditerranée a été réactive et non proactive. Elle s'appuie sur une poignée d'alliés clés: l'Espagne, l'Italie et la Grèce, pour maintenir la stabilité. Mais si ces alliés ne sont plus fiables, c'est toute l'architecture de la puissance américaine dans la région qui pourrait s'effondrer. La politique intérieure, à qui profite-t-on ? Parlons de la politique de Siche, car c'est là que le caoutchouc rencontre la route. L'Espagne est un pays profondément polarisé, avec un gouvernement de coalition de gauche qui dépend du soutien de Podemos, un parti d'extrême gauche ayant des liens étroits avec le Venezuela et l'Iran. De l'autre côté, il y a le Partido Popular de droite et le parti d'extrême droite Vox, qui gagnent du terrain en attisant les craintes sur l'immigration et l'islam. Voici maintenant ce qui est intéressant. Les deux partis ont intérêt à minimiser les risques géopolitiques des conversions islamiques. Pour la gauche, l'Espagne est une société multiculturelle et l'islam n'est qu'une autre partie de sa riche tapisserie. Toute suggestion selon laquelle les conversions pourraient être motivées par une influence étrangère est rejetée et qualifiée d'islamophobie. Le gouvernement a fait tout son possible pour éviter toute critique du Maroc, même lorsque les actions de Rabat comme sa campagne agressive en faveur de la reconnaissance du Sahara occidental contredisent directement les intérêts de Siche. Pour la droite, le récit est plus compliqué. Vox s'est fait entendre sur les dangers de l'islamisation, mais ses messages sont souvent grossiers et contre-productifs. En présentant le problème en termes apocalyptiques, Vox aliène les électeurs modérés et permet à la gauche de rejeter plus facilement les préoccupations légitimes comme étant du sectarisme. Pendant ce temps, le Partido Popular est pris entre deux feux, essayant de séduire à la fois sa base conservatrice et ses électeurs plus modérés.
Le résultat? Beaucoup de bruit, mais pas de stratégie cohérente. Mais voici qu'aucune des deux parties ne pose les bonnes questions. Ils ne demandent pas pourquoi le Maroc s'intéresse autant aux convertis de Siche. Ils ne demandent pas ce que l'Arabie saoudite retire du financement des mosquées de Barcelone. Et ils ne se demandent certainement pas ce qui se passera lorsque la population musulmane d'Espagne deviendra suffisamment nombreuse pour faire basculer les élections. Et c'est un problème, car les réponses à ces questions ont de graves implications pour l'avenir de l'Espagne. Scénario que va-t-il probablement se passer? Voyons cela. Sur la base des tendances que nous observons, voici 3 scénarios possibles pour l'avenir de l'Espagne, ainsi que leurs probabilités. Scénario 1. Le meilleur résultat dans ce scénario, la population musulmane d'Espagne continue de croître, mais le gouvernement prend des mesures proactives pour l'intégrer. Le financement des mosquées est soumis à un contrôle plus strict. Les convertis autochtones sont encouragés à adopter un « islam européen » compatible avec la laïcité siche. L'influence du Maroc est contenue et les réseaux salafistes saoudiens sont démantelés. L'Espagne reste un pays stable et démocratie pro-occidentale, mais avec un paysage religieux plus diversifié. La probabilité de ce scénario? Peut-être 20%. Ce n'est pas impossible, mais cela nécessiterait un niveau de volonté politique et de clairvoyance stratégique dont l'Espagne n'a pas fait preuve depuis des décennies. La dernière fois que Madrid a fait preuve d'une véritable épine dorsale géopolitique, c'était lors de la crise du Sahara occidental en 2022, lorsqu'elle a brusquement renoncé à sa neutralité de longue date pour soutenir le plan d'autonomie du Maroc, une décision qui a rendu furieux l'Algérie et laissé la sécurité énergétique de l'Espagne en lambeaux. Si c'est le meilleur exemple récent de l'art politique de Siche, je ne retiens pas mon souffle pour le scénario 1. Scénario 2, la combustion lente. C'est le résultat le plus probable, avec une probabilité d'environ 60%. Dans cette version des événements, les conversions se poursuivent au rythme actuel, mais le gouvernement ne fait pas grand-chose pour s'attaquer aux facteurs sous-jacents. Les mosquées restent sous-financées par l'État, donc l'argent étranger qu'il provienne du Maroc, de l'Arabie saoudite ou du Qatar comble le vide. La population musulmane augmente, mais l'intégration est inégale. Certains convertis s'assimilent sans problème, d'autres dérivent vers des sociétés parallèles et une minorité, petite mais bruyante, se radicalise. La classe politique, toujours à courte vue, traite cette question comme une question culturelle plutôt que sécuritaire. La gauche rejette les préoccupations en les qualifiant de racisme, la droite réagit de manière excessive avec une rhétorique incendiaire et le centre prétend que le problème n'existe pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Voici comment cela se déroule dans la pratique. D'ici 2035, la population musulmane d'Espagne pourrait atteindre 5 à 6 millions, soit environ 12% du total. Cela ne suffit pas pour dominer les élections, mais c'est suffisant pour devenir un faiseur de roi dans des régions clés comme la Catalogne, l'Andalousie et la banlieue de Madrid. Les politiciens commencent à courtiser les électeurs musulmans en leur promettant des écoles halal financées par l'État, des exemptions aux lois laïques et même une reconnaissance officielle des fêtes islamiques. Le Maroc, sentant une opportunité, accélère ses opérations d'influence. Il n'est pas nécessaire qu'il contrôle purement et simplement la communauté musulmane d'Espagne, mais juste assez pour influencer la politique sur des questions telles que le Sahara occidental, la migration et la coopération antiterroriste. Pendant ce temps, l'Arabie saoudite et le Qatar continuent de financer des mosquées et des centres culturels, garantissant ainsi que les interprétations les plus conservatrices de l'islam restent dominantes. Les implications militaires de ce scénario sont subtiles mais réelles. Les forces armées espagnoles ont toujours été l'une des institutions les plus fiables du pays, avec une forte tradition de laïcité et de professionnalisme apolitique. Mais à mesure que la population musulmane augmente, la pression pour diversifier les rangs augmente également. Les premières fissures apparaissent dans les années 2030, lorsqu'une poignée d'officiers musulmans commencent à plaider en faveur de salles de prière dans les bases militaires et de nourriture halal dans les réfectoires. Le gouvernement, soucieux de paraître inclusif, accède à ces demandes sans trop de débat. Viennent ensuite les premiers rapports faisant état de soldats refusant de participer aux exercices de l'OTAN impliquant des pays à majorité musulmane, ou s'opposant à des déploiements en Afrique du Nord. L'armée de Siche, qui a passé des décennies à se bâtir une réputation de partenaire fiable de l'OTAN, commence à paraître un peu moins prévisible.
Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de l'Espagne. Il s'agit du flanc sud de l'Europe. L'Espagne est la porte d'entrée de l'OTAN vers l'Afrique du Nord, où se trouvent des bases critiques comme Rota et Morón, qui hébergent les moyens navals et aériens américains. Si l'armée espagnole perd en cohésion ou si son gouvernement commence à donner la priorité aux intérêts marocains plutôt qu'à ceux de l'OTAN, cela aura des conséquences directes sur la sécurité transatlantique. Imaginez un scénario dans lequel l'Espagne tarde à fournir un soutien logistique à une opération de l'OTAN en Méditerranée parce que Rabat s'y oppose. Ou pire, imaginez une situation dans laquelle une partie importante de la population musulmane espagnole sympathise avec un adversaire nord-africain, par exemple l'Algérie pendant une crise. Ce n'est pas un scénario tiré par les cheveux. L'Algérie étend discrètement son influence en Espagne depuis des années, finançant des centres culturels et des médias pour contrer la propagande marocaine. Si les choses se gâtent, Alger pourrait activer ses réseaux pour saper la stabilité de Sich. Scénario 3, le démêlage. Il s'agit du pire des cas, avec une probabilité d'environ 20%. Ce n'est pas inévitable, mais ce n'est pas impossible non plus. Dans cette version des événements, la croissance de la population musulmane espagnole s'accélère, portée par une combinaison de taux de natalité élevés, de conversion continue et de migration incontrôlée. D'ici 2040, les musulmans représenteront 15 à 20% de la population, concentrée dans les zones urbaines et les régions industrielles clés. L'intégration échoue de façon spectaculaire. Des sociétés parallèles émergent, dotées de leur propre système juridique, réseaux éducatifs et même forces de sécurité. L'État sich, déjà affaibli par des décennies de dysfonctionnement politique, peine à affirmer son autorité dans ces enclaves. Le Maroc, sentant une opportunité, commence à soutenir ouvertement les mouvements séparatistes à Ceuta et Melilla, arguant que ces villes comme Gibraltar devraient être restituées à leurs propriétaires légitimes. L'Arabie saoudite et le Qatar, quant à eux, finance un réseau de prédicateurs radicaux qui appellent ouvertement à la création d'un État islamique en Al-Andalus. Les implications militaires ici sont graves. Les forces armées espagnoles, déjà mises à rude épreuve par les coupes budgétaires et le faible recrutement, sont de plus en plus divisées selon des clivages religieux. Les soldats musulmans refusent de se déployer dans des opérations contraires à leur foi, tandis que les soldats non musulmans éprouvent du ressentiment à l'égard de ce qu'ils considèrent comme un traitement spécial réservé à leurs collègues. Les premières mutineries surviennent dans les années 2040, lorsque des unités stationnées à Ceuta et Melilla refusent de tirer sur les manifestants marocains. Le gouvernement, désespéré d'éviter une crise généralisée, ordonne le retrait des enclaves, offrant ainsi au Maroc une victoire sans effusion de sang. La perte de Ceuta et Melilla, les derniers points d'appui de l'Espagne en Afrique, déclenche une crise nationale. L'extrême droite progresse dans les sondages, appelant à un coup d'État militaire pour rétablir l'ordre. La gauche accuse la droite de fascisme et appelle à des manifestations de masse. Bref, l'Espagne devient ingouvernable. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières espagnoles. Si l'Espagne sombre dans le chaos, c'est toute l'architecture de sécurité méditerranéenne qui s'effondre. L'OTAN perd son ancrage sud. Les États-Unis perdent l'accès à leurs bases clés dans la région. Le Maroc, enhardi par ses victoires à Ceuta et Melilla, tourne son attention vers les îles Canaries, qu'il revendique depuis longtemps dans le cadre de son projet de « Grand Maroc ». L'Algérie, sentant sa faiblesse, intensifie son soutien au Front Polisario au Sahara occidental, déclenchant une nouvelle guerre en Afrique du Nord. Et l'Europe, déjà aux prises avec ses propres divisions internes, se retrouve confrontée à un nouveau front dans le conflit entre l'islam et l'Occident. Voilà l'inconfortable que l'Espagne sombre dans une crise, et personne au pouvoir ne semble s'en soucier. La gauche est trop occupée à promouvoir le multiculturalisme pour en voir les risques géopolitiques. La droite est trop occupée à attiser les craintes d'une « islamisation » pour proposer de véritables solutions. Et le centre ? Le centre est trop occupé à faire comme si le problème n'existait pas. Pendant ce temps, le Maroc et l'Arabie saoudite jouent le long jeu et gagnent. Ils n'ont pas besoin de conquérir l'Espagne. Ils doivent simplement s'assurer que le moment venu, la population musulmane espagnole leur sera fidèle, et non à Madrid. Alors que peut-on faire ? Pour commencer, l'Espagne doit prendre conscience de la réalité de l'influence étrangère sur sa communauté musulmane.
Cela signifie une surveillance plus stricte du financement des mosquées, une répression contre les imams étrangers qui prêchent l'extrémisme et un effort sérieux pour promouvoir un islam européen local compatible avec les valeurs de Sich. Cela signifie aussi repenser sa relation avec le Maroc. Rabat a l'Espagne aux commandes en matière de migration, d'énergie et du Sahara occidental, et elle utilise cet effet de levier pour faire avancer son propre programme. L'Espagne doit diversifier ses approvisionnements énergétiques, réduire sa dépendance au gaz marocain et cesser de se plier aux exigences de Rabat. Enfin, l'Espagne doit investir dans son armée. Pas seulement en termes de matériel, mais en termes de cohésion. Les forces armées Sich doivent être une force unificatrice et non divisée. Cela signifie veiller à ce que tous les soldats, quelle que soit leur religion, soient loyaux envers la Constitution et envers l'OTAN. L'horloge tourne. L'Espagne a peut-être une décennie pour se ressaisir avant que les tendances démographiques et géopolitiques ne deviennent irréversibles. Si ce n'est pas le cas, les conséquences ne se feront pas sentir qu'à Madrid. Ils se feront sentir à Bruxelles, à Washington et à travers la Méditerranée. Et d'ici là, il sera peut-être trop tard. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique espagnole est déjà profondément divisée sur la manière de gérer cette crise qui se propage lentement, et que ces divisions ne sont pas seulement idéologiques, elles sont existentielles. La gauche, en particulier le Parti socialiste au pouvoir sous Pedro Sánchez, a passé la dernière décennie à présenter l'immigration et le pluralisme religieux comme des biens purs, un impératif moral dans un pays toujours hanté par son passé franquiste. La droite, dirigée par le parti de plus en plus populiste Vox et le Partido Popular, plus traditionnel, s'est emparée de la question des conversions islamiques comme preuve d'une invasion culturelle plus large, mais leur solution mur frontalier, déportation massive, interdiction de la nourriture halal dans les institutions publiques sont soit irréalisables, soit contre-productives. Et puis il y a le centre, incarné par Ciudadanos, en déclin, qui s'est pratiquement effondré sous le poids de sa propre inutilité, laissant un vide où devrait se dérouler un débat politique sérieux. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La fragmentation politique de l'Espagne n'est pas seulement un problème intérieur, c'est une question géopolitique. Lorsque les élites d'un pays ne parviennent pas à s'entendre sur la nature de la menace, elles ne peuvent pas s'entendre sur la réponse à y apporter. Et lorsqu'ils ne parviennent pas à s'entendre sur la réponse, ils optent par défaut pour la voie du moindre déni. Prenons le cas de la Catalogne, où le gouvernement régional a activement courtisé les électeurs musulmans dans le cadre de sa campagne plus large en faveur de l'indépendance. En 2019, le Parlement catalan a adopté une résolution reconnaissant le « droit à l'autodétermination » de la communauté musulmane, une décision qui a été saluée par les imams locaux mais qui s'est heurtée au silence à Madrid. Le gouvernement Sánchez, désespéré d'éviter une nouvelle crise sécessionniste, a choisi de détourner le regard. Mais la Catalogne abrite désormais certaines des mosquées les plus radicales d'Espagne, notamment la mosquée Tariq ibn Ziyad de Badalona, qui a été liée à des prédicateurs salafistes et a reçu un financement de l'Arabie saoudite. L'adhésion du gouvernement régional au multiculturalisme n'est pas seulement une expérience culturelle, c'est un pari géopolitique que le Maroc et la Turquie sont plus qu'heureux d'exploiter. La même dynamique se joue à Ceuta et Melilla, les deux enclaves espagnoles d'Afrique du Nord, où la population musulmane a atteint près de 50% dans certaines régions. L'État de Sich a effectivement cédé le contrôle de ces villes à des acteurs du pouvoir locaux, dont beaucoup ont des liens avec les services de renseignement marocains. En 2021, lorsque le Maroc a orchestré une crise migratoire massive en ouvrant ses frontières à des milliers d'Africains subsahariens, la réponse du gouvernement Sich a été d'envoyer l'armée, mais il a également négocié discrètement avec Rabat pour rétablir le statu quo. Le message était que l'Espagne était prête à payer un prix pour éviter la confrontation. Mais chaque fois que Madrid recule, l'influence du Maroc augmente. Et avec lui, l'influence des mosquées et des centres culturels islamiques que Rabat a passé des décennies à cultiver à Ceuta et Melilla. C'est là que les projections de scénarios deviennent laides. Si la tendance actuelle se poursuit, la population musulmane espagnole atteindra 10% du total d'ici 2040, avec des concentrations bien plus élevées dans les zones urbaines comme Barcelone, Madrid et Valence. Ce n'est pas une prédiction alarmiste, c'est une simple question démographique. Le taux de fécondité parmi les musulmans Sich est de 2,3 enfants par femme, contre 1,2 pour les Siars non musulmans.
Et tandis que la plupart de ces nouveaux musulmans sont modérés, la frange radicale grandit, alimentée par le financement étranger et le sentiment d'aliénation que procure le fait d'être un perpétuel étranger dans un pays qui a encore du mal à définir ce que signifie être siche. Les attentats de Barcelone en 2017, qui ont fait 16 morts, ont été un signal d'alarme, mais la réponse a été que le gouvernement a réprimé les réseaux djihadistes, mais il n'a rien fait pour résoudre les problèmes sous-jacents d'intégration et d'influence étrangère. Au contraire, les attaques ont renforcé le discours de la gauche selon lequel les musulmans d'Espagne sont victimes de l'islamophobie, tandis que la droite a redoublé d'appels à une surveillance massive et à des expulsions. Le véritable danger n'est pas que l'Espagne devienne un pays à majorité musulmane, ce n'est pas le cas. Le danger est qu'il devienne un pays où l'État est trop faible pour appliquer ses propres lois, où les gouvernements régionaux agissent de facto comme des cités-États et où les puissances étrangères comme le Maroc et l'Arabie saoudite exercent plus d'influence que le Parlement de Siche. Imaginez un scénario dans lequel la Catalogne, enhardie par sa population musulmane croissante, déclare son indépendance et cherche à être reconnue par le Maroc et la Turquie. Ou encore lorsqu'une future crise économique déclenche des manifestations de masse dans les quartiers à majorité musulmane et que le gouvernement, craignant une réaction violente, refuse d'intervenir. Ou encore lorsqu'un attentat terroriste, orchestré par une cellule locale liée au service de renseignement étranger, oblige l'Espagne à choisir entre réprimer sa population musulmane et risquer une radicalisation accrue. Ce ne sont pas des hypothèses, ce sont les aboutissements logiques des tendances que nous observons aujourd'hui. Alors que se passe-t-il ensuite ? Le scénario le plus probable est que l'Espagne s'en sorte, évitant un effondrement pur et simple, mais ne parvenant pas à s'attaquer aux causes profondes de son instabilité. Le gouvernement Sánchez continuera de donner la priorité à la survie politique à court terme plutôt qu'à la réflexion stratégique à long terme, tandis que la droite attisera les craintes d'islamisation sans proposer de véritables solutions. L'armée, qui est jusqu'ici restée au-dessus de la mêlée, deviendra de plus en plus politisée, certains officiers s'alignant discrètement sur la droite et d'autres poussant à un rôle plus interventionniste dans la sécurité intérieure. Et la communauté musulmane elle-même se divisera, les modérés cherchant à s'intégrer et les radicaux cherchant à exploiter le chaos. Le résultat sera une lente érosion de la souveraineté de Siche, qui ne se manifestera pas par un seul événement dramatique, mais par 1000 petites concessions chacune apparemment insignifiantes, mais chacune affaiblissant encore davantage la capacité de l'État à gouverner. L'alternative est une refonte radicale de l'approche espagnole en matière d'intégration, de sécurité et de politique étrangère. Cela signifie briser le tabou qui entoure le fait de parler de l'islam dans la vie publique, non pas comme une menace, mais comme une réalité qui doit être gérée. Cela signifie investir dans une éducation laïque, non seulement pour les enfants musulmans, mais pour tous les siars, pour contrer le discours selon lequel l'islam est incompatible avec les valeurs européennes. Cela signifie supprimer le financement étranger des mosquées et des centres culturels islamiques et le remplacer par une surveillance de l'État pour garantir qu'ils prêchent une version de l'islam compatible avec la constitution espagnole. Et cela signifie adopter une ligne plus dure à l'égard du Maroc, non seulement sur la migration et l'énergie, mais aussi sur la question plus large de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de l'Espagne. Le problème est que rien de tout cela ne se produira tant que la classe politique espagnole ne sera pas obligée d'affronter la crise de front. Et cela, malheureusement, nécessitera probablement un choc, une autre attaque terroriste, une crise migratoire massive ou un mouvement sécessionniste régional qui ne peut être ignoré. D'ici là, il sera peut-être trop tard. La fenêtre d'action se ferme et l'Espagne, comme une grande partie de l'Europe, sombre vers un avenir auquel elle n'est pas prête à faire face. La question n'est pas de savoir si l'Espagne changera, mais si elle changera par choix ou par la force. Et à l'heure actuelle, l'argent intelligent est en vigueur.